Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le début peut-être d'une nouvelle ère entre la Chine et la France. En tout cas, Emmanuel Macron l'a annoncé au premier jour de sa visite d'État. Il se rendra chaque année désormais à Pékin ou ailleurs en Chine. Pourquoi faire? Eh bien, on en parle justement ici avec Alice Ekman. Vous êtes responsable des activités Chine du Centre Asie de l'IFRI. Merci d'être avec nous. Auteur de La Chine dans le monde. C'est à paraître le mois prochain aux éditions du CNRS. Merci d'être avec nous. Merci également à Jean-Philippe Béja. Vous êtes sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Jean-Raphaël Chaponnière, chercheur associé à Asie 21. Vous êtes membre d'Asialist et d'Asia Center. Merci également à vous. Et merci à mon confrère Alain de Chalvron, grand reporter à France 2, d'avoir accepté de participer également avec nous à ce débat. Et retour justement à propos de France 2 en images avec certains de vos confrères, l'équipe Valérie Astruc et Thierry Curtet qui suit sur place le chef de l'État en Chine. Regardez. Emmanuel Macron a décidé de prendre son temps. 2 jours et demi en Chine pour une visite d'État. Sa première étape, l'immense armée de terre cuite de Xi'an, une fierté chinoise. La façon que le président français a choisi pour saluer la place de la Chine dans l'histoire. Car l'heure est aux amabilités. Emmanuel Macron a tenu à souligner, dès son premier discours, l'exemplarité de l'attitude chinoise sur ses engagements climatiques. Après la décision américaine que je regrette de sortir de l'accord de Paris, la Chine a joué un rôle décisif pour préserver cet acquis de 2015 pour lequel la France avait pris toutes ses responsabilités. Je proposerai demain au président Xi de franchir une nouvelle étape du partenariat franco-chinois pour relancer la bataille climatique. Et il ajoute, pour terminer, de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle, de donner corps à cette phrase « Jean Tizio, Zaitse, Weita ». L'Amérique hors jeu, l'Allemagne sans gouvernement, la Grande-Bretagne empêtrée dans le Brexit. Emmanuel Macron est observé ici avec beaucoup d'intérêt, estime les Français habitués à venir en Chine. C'est, je crois, quelqu'un qui exprime un renouveau et c'est sans doute le leader potentiel de l'Europe. Donc ils sont en train de l'observer. Vous savez, les Chinois ne se précipitent pas, ils prennent leur temps. Ils ont le temps de l'histoire avec eux. Mais je crois qu'il est très attendu ici. Et il n'est pas le seul à éveiller la curiosité. C'est un couple romantique. Elle est très élégante. Il sera aussi question d'économie, car la France a un lourd déficit commercial avec la Chine, 30 milliards. C'est le cœur de son premier entretien avec Xi Jinping, son homologue. Emmanuel Macron a promis de revenir à Pékin chaque année. Alors on va évoquer évidemment dans ce débat les principaux sujets, commerce, climat, mais d'abord le choix fait par Emmanuel Macron, Alice Ekman, de débuter son séjour par la ville, alors je vais peut-être très mal le prononcer, de Xi'an, c'est comme ça qu'on dit, voilà, c'est l'ancienne capitale de l'Empire, c'est autrefois point de départ des traditionnelles routes de la soie que Xi Jinping entend réactiver depuis 2013. C'est une concession que fait Emmanuel Macron à ses hôtes en se rendant dans ce lieu en particulier, ou au contraire, un moyen de bien se placer d'une certaine manière par rapport aux autres puissances étrangères que ce projet peut aussi intéresser? Je pense que c'est dans la lignée de son style diplomatique, de même titre qu'il accueille Vladimir Poutine au château de Versailles. Il joue sur les symboles au maximum et je pense qu'il a compris que Xi'an pouvait être un symbole intéressant, à la fois pour séduire les Chinois, mais aussi pour souligner certains points qu'il voulait souligner dès le départ, notamment la route de la soie à double sens, la question de la réciprocité, et marquer le coup, on peut le dire, puisqu'il y a un échange de cadeaux aussi, il offre un cheval de la garde républicaine. Oui. Bon, quoi qu'on en pense, il a joué sur les symboles la première journée. Alors, vous l'avez rencontré, le chef de l'État avant son départ, c'est pas un mystère, vous faites partie des experts qu'il a consultés avant de se rendre en Chine. Il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup préparé ce voyage, c'est vraiment une étape importante pour lui. De ce que j'ai pu en voir, c'est une visite très préparée. Très préparée. C'était vraiment modestement, mais ses conseillers, ce que j'ai pu en voir, ont vraiment préparé les choses. Même lire, analyser son discours en détail, c'est un discours long. Ça se voit qu'il a été très préparé, son discours. Il a à la fois préparé sur le fond, puisqu'il y a les questions géopolitiques dures, réciprocité, accès au marché chinois, question des libertés individuelles qui commence à suggérer dès le premier discours. Et puis après, tout ce qui est beaucoup plus doux, la culture ancestrale chinoise, les proximités linguistiques, l'école de sinologie française, etc. Donc il a joué sur les deux tableaux, à la fois le liant culturel et puis des choses beaucoup plus réalistes, pragmatiques, avec des questions d'intérêt national.
Alain de Chalaron, vous avez vu les prédécesseurs d'Emmanuel Macron à l'œuvre, notamment à Pékin, où vous avez été correspondant pour France 2. Est-ce que vous voyez un changement de style, du moins, et vous sentez que cette visite aussi a été très réfléchie ? C'est un petit peu tôt pour dire s'il y a un changement de style. Il vient d'arriver. Les relations étaient plutôt bonnes avec Hollande. En réalité, il n'y avait pas de problème majeur. Il a fait profil bas sur les questions de droits de l'homme, etc. Les relations étaient exécrables à l'époque de Sarkozy. Et donc maintenant, on est plutôt dans la continuité. Alors on verra. Je pense que cette visite a été très bien préparée parce que c'est d'abord le style Macron. Ça se prépare, mais c'était aussi très préparé avant. Il y a un certain nombre de personnalités qui connaissent très bien la Chine dans l'entourage et dans les différents ministères. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui a été soigneusement préparé. Faire de la France un point d'entrée presque un peu pour la Chine en Europe, c'est ce qu'a semblé vouloir dire aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est un message de communication, c'est un peu un vœu pieux, ou est-ce que c'est vraiment une ambition intériorisée aujourd'hui de la France? C'est quelque chose que l'on veut faire et qu'on a les moyens surtout de faire. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on veut faire. Est-ce qu'on réussira à le faire? C'est une autre question. Pour le moment, la porte d'entrée en Europe, c'est l'Allemagne. Alors, Emmanuel Macron profite du fait qu'il y a une éclipse en Allemagne, une éclipse en Angleterre, donc on est un petit peu les représentants de l'Europe. Maintenant, cette route de la soie desservira, oui, la France, mais elle va en Allemagne et elle se terminera aux Pays-Bas. On va en parler. Jean-Philippe Béja, ces nouvelles routes de la soie, c'est quoi au juste pour ceux qui nous regardent? C'est une nouvelle route de la soie. Nouvelle route de la soie, ce qu'on appelle en chinois une ceinture, une route. Ida Ilu, il y a des routes à la fois maritimes et des routes terrestres. Alors évidemment, la route de la soie, c'est celle qui allait de Xi'an à Venise et même jusqu'à Lyon. Alors là maintenant, l'idée c'est d'aller à l'intérieur de ces pays d'Asie centrale qui sont restés un petit peu en dehors du développement et que la Chine pourrait rendre grand encore, évidemment. Et puis alors il y a aussi l'autre route de la soie qui est celle de la mer, où on parle de l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est et aussi l'Afrique. Donc l'idée c'est un grand. Alors c'est pas très clair en réalité ce que c'est. Je veux dire, Xi Jinping a eu une chose, c'était le rêve chinois. Oui. Le pendant du rêve chinois sur la scène internationale, c'était les routes de la soie. Personne ne savait ce que c'était. Donc maintenant on se dit on va faire quelque chose. Il y avait des politiques d'investissement chinois qui commençaient, notamment au Pakistan, aussi en Birmanie et dans le reste de l'Asie du Sud-Est. En Afrique, il y avait cette espèce d'idée de développer la présence chinoise, la présence chinoise au moins commerciale en Afrique. Et donc, on a décidé d'en faire un grand projet, les routes de la soie, parce que c'est bien d'avoir un plan. Xi Jinping, il faut bien le rappeler, est quelqu'un qui est en train de retourner en arrière. C'est un dirigeant qui se présente comme un grand idéologue, etc., et qui donc veut avoir des plans pour l'avenir. Et comme il est le représentant d'une nouvelle ère, comme il l'a dit lui-même au congrès du Parti communiste chinois, il faut des projets à 30 ans. Jean-Raphaël Chapodial, et une nouvelle route de la soie, c'est un moyen d'accoler un concept à des initiatives finalement assez désordonnées et spontanées qui existaient déjà? Non, je pense effectivement c'est tout autre chose. Pour moi, il faut se rappeler, c'est en 2013. 2013, la Chine était plutôt confrontée à deux traités potentiels qui l'isolaient. C'était d'une part le TPP, un Trans-Pacific Partnership, qui est un traité qui était comme son cousin germain, le TAFTA, reprenait des règles au-delà des frontières. Signé par les États-Unis avec un certain nombre de pays. Non, pas justement signé par les États-Unis, mais il était engagé par les États-Unis. Donc, vu de Chine, ces deux traités, TAFTA et TPP, ça se traduisait en TSC, tout sauf la Chine. Oui. Et la réponse de Xi Jinping à cette mondialisation par les règles, qui était portée par les États-Unis, a été en fait un essai de mondialisation par les infrastructures. Mais je pense que personne pensait en 2013 que les États-Unis se retiraient du TPP et qu'il n'y aurait pas le TAFTA. Et donc, ça, c'est une chance, c'est un tremplin supplémentaire pour ces nouvelles routes de la soie. Maintenant, il est face à un vide américain, à un affaissement, un retrait un peu européen, et il a une vision en face. Mais je pense que pour moi, ça a été d'abord une réaction aux États-Unis
plutôt que quelque chose d'offensif, quoi. Là, l'ambition, elle va très loin, parce que quand on écoute le message du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui était vraiment à horizon 2040-2050, de redonner à la Chine sa puissance ancestrale, c'est dans ça que s'intègrent ces nouvelles routes de la soie. Ça va bien au-delà, finalement, d'une initiative ponctuelle pour contrer, à un moment donné, un traité commercial américain. Oui, exactement. L'horizon est 2050. Xi Jinping voit loin. Lui-même est au moins au pouvoir jusqu'à 2022, sauf s'il décide de prolonger, tout est possible. Il a élaboré une stratégie en Asie-Pacifique qui se présente sous plusieurs formes. Une des formes est un packaging plutôt attractif, qui est un packaging de diplomatie économique, c'est-à-dire... Gagnant-gagnant, c'est ce qui est important, c'est on désenclave aussi des régions, des pays aujourd'hui qui n'ont pas forcément accès ou qui ne sont pas des points de passage du commerce. Oui, enfin, la motivation première, c'est de trouver des débouchés pour les entreprises chinoises, alors que le marché est saturé dans certains secteurs. Pour écouler les surcapacités, comme on voilà, dit. Exactement. Ce que disent les économistes. Dans l'acier, même dans le secteur tout simplement du BTP, il n'y a plus de métro, d'autoroute à construire. En Chine, quasiment, il y en a assez. Donc, il faut trouver des débouchés, trouver des marchés ailleurs. Donc, c'était un des moteurs de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Et comme inonder le monde de produits chinois, ou est-ce que c'est de l'ordre du fantasme? Pas uniquement. C'est vrai que le développement des voies de chemin de fer, c'est une façon d'acheminer plus facilement, de trouver une alternative à l'acheminement par voie maritime, une alternative pour acheminer les produits chinois en direction du marché européen. Mais globalement, les routes de la soie, ce qui est intéressant, c'est que le concept a été lancé en automne 2013, avant le brainstorming interne et externe. C'est-à-dire que Xi Jinping a eu ce concept avec ses conseillers, il l'a martelé. Presque comme une intuition. Non, il a martelé et ensuite il a demandé, il voulait développer une stratégie de diplomatie économique à l'échelle eurasiatique, mais il a demandé au think tank, au ministère, de mettre du contenu derrière. Donc c'est normal qu'on n'y voyait rien et qu'on n'y comprenait rien, parce que la Chine elle-même réfléchissait à la mise en application. Et en même temps, Xi Jinping a ouvert le brainstorming international en disant « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La Russie, l'Inde, la France, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Globalement, aujourd'hui, c'est un projet de diplomatie économique concentré sur des infrastructures de transport, de télécommunications, énergétique, donc avec aussi des pipelines, etc. Et aussi, il y a une dimension. C'est un peu un plan Marshall 2.0. Vous contribuez aussi. J'aime pas trop la comparaison parce que ça se limite pas à ça. Il y a un projet de diplomatie économique. C'est aussi un projet de com, tout simplement. Il faut le dire, une communication internationale. Le simple fait qu'on en parle aujourd'hui, la Chine en est ravie parce que c'est un projet de soft power, c'est-à-dire de promotion d'un concept d'influence à l'étranger. Et donc, il y a plein de pays qui ont des projets de diplomatie économique avec des développements d'infrastructures. Le Japon en a un, la Corée du Sud en a un. Mais le projet chinois, on en entend parler beaucoup plus. Donc ça, c'est un projet de communication. Pas uniquement, c'est un projet de diplomatie économique. C'est aussi un projet de gouvernance mondiale parce que sous cette étiquette très large et parfois consensuelle aux oreilles de certains pays, la Chine organise des grands raouts, des grands forums multilatéraux comme en mai dernier à Pékin, le forum des routes de la soie. Et c'est-à-dire qu'à l'initiative de la Chine se réunissent des chefs d'État. Et donc la Chine maintenant rédige un agenda multilatéral, organise des grandes réunions qui lui permettent de pousser certains dossiers, de pousser certaines priorités internationales. Et je termine là-dessus, mais c'est un sujet passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois Xi Jinping et à la fois Macron, Emmanuel Macron, investissent tous les deux dans le multilatéralisme. Tous les deux y croient. Et Emmanuel Macron, dans d'autres discours, pas forcément celui de la Chine, mais même celui-là de Xi'an, il en a parlé du multilatéralisme, il en a parlé à la conférence d'ambassadeurs, il en a parlé ailleurs. Il souhaite investir dans le multilatéralisme. Au moment où les États-Unis semblent s'en désengager. Alors, la Chine voulait combler le vide. Mais la France aussi considère qu'elle a une responsabilité pour restructurer ce multilatéralisme. Donc c'est une période très intéressante à analyser entre compétition et coordination entre la Chine et l'Europe, et en premier lieu la France, dans les institutions multilatérales. Et on va en parler, mais d'ores et déjà, Emmanuel Macron a assorti son ralliement à ce concept des nouvelles routes de la soie d'un avertissement. Écoutez. Et si ce sont des routes, elles ne peuvent être univoques. Il doit y avoir des allées et des retours. Et il y a des femmes et des hommes qui restent d'un côté et de l'autre de la route et tout au long de la route. Et ce sont ces histoires qui font nos diasporas, nos vies croisées en partage. Elles ne peuvent être des routes d'une nouvelle hégémonie qui viendront en quelque sorte mettre en état de vassalité les pays qu'elles traversent. Il y a cette crainte, Alain de Chalvon. Est-ce qu'on est sûr qu'il va y avoir réciprocité, finalement, dans ce projet chinois? Écoutez, d'abord, je voulais appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que Obama a fait une politique de containment de la Chine.
Et les Chinois, en 2012-2013, se sont effectivement sentis bloqués vers le Pacifique, d'où cette idée d'aller de l'autre côté, où ils avaient des amis, en particulier Poutine, et puis les Européens. Voilà. Alors, évidemment, pour eux, c'est une affaire économique. Tout d'abord, ça va permettre de gagner 3 fois, je crois que c'est 3 fois moins long d'aller de Chine en Europe par le chemin de fer que par le bateau. Donc alors évidemment, pour eux, c'est une question vitale et il s'agit surtout d'exporter leur production. Alors, mais les trains, ils vont repartir chargés de produits européens dans le sens ? Je dirais qu'à la limite, c'est pas tellement leur problème. Il va falloir que les pays européens vendent des choses en Chine. Et ça, est-ce qu'ils sauront le faire ? Est-ce qu'ils sauront mieux le faire ? Est-ce que nous, en particulier en France, on saura mieux le faire ? C'est un peu dans la balle est dans notre camp. C'est toute la question, Jean-Philippe. Déjà, qu'est-ce que la France a y gagné ? Ça, je me le demande, effectivement. Mais simplement, je voudrais apporter un petit correctif. Je répète, il s'agit de Ida-Ilo. C'est-à-dire une ceinture, une route. Et donc, il y a un aspect maritime dans cette politique des soi-disant routes de la soie. Il est évident que c'est un packaging de la politique extérieure chinoise et c'est pas seulement de la diplomatie économique, c'est de la diplomatie tout court. La Chine est en train actuellement de se repositionner comme étant candidat à un rôle central, comme l'a dit. Vous disiez une stratégie maritime. Beaucoup accusent ce fameux collier de perles chinois, ces prises de position dans des grands ports de commerce, de pouvoir servir un jour à accueillir aussi la puissance navale chinoise. Quand on voit déjà ce qui se passe dans la mer de Chine du Sud, je veux dire, dont on n'a pas parlé, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un expansionnisme chinois dans la mer de Chine du Sud qui est évident. Il y a eu un certain nombre de conflits avec le Japon à ce niveau-là. La Chine cherche quand même à développer une présence hégémonique dans sa région, en Asie orientale. Alors, qu'est-ce que la France a à gagner de ces nouvelles routes de la soie ? Il faut bien voir que quand on parle de multilatéralisme d'un côté comme de l'autre, on ne met pas la même chose derrière ce concept. Le concept de multilatéralisme, vous savez, c'est une vieille histoire. Depuis De Gaulle et Mao Zedong, les Chinois, quand les Français arrivent, ils disent « Ah, vous qui nous avez reconnus les premiers, nous sommes les deux qui sommes en dehors des camps et nous sommes des puissances indépendantes, extrêmement importantes, avec une longue culture. Alors, nous 5000, vous 1500, mais quand même, nous sommes 2 grands pays. Et nous sommes faits pour collaborer, pour empêcher les autres de faire de l'unipolarité. Mais derrière pour la Chine, puissance émergente, évidemment, le multilatéralisme est un moyen d'arriver à un unipolarisme. Une unipolarité. Centré autour de la Chine, on l'a compris. Donc c'est simplement... Et le terme même de route de la soie fait quand même... Je m'excuse, les routes de la soie, elles partaient de Xi'an et elles revenaient vers Xi'an. Et Tianxia, c'est-à-dire ce qui est sous le ciel, c'était la Chine. La Chine était au centre. Or, rappelons-nous que Xi Jinping a dit dans son dernier discours au 19e congrès que maintenant la Chine a fini avec le profil bas et elle deviendra une grande puissance. Donc c'est clair, les routes de la soie, c'est pour améliorer la puissance chinoise. Le rôle de la France est-il de devenir le cheval de Troie de la Chine en Europe, ou est-il au contraire d'obliger la Chine à recréer un ordre international selon des règles ? Ce sera très difficile. Et on va le voir. Dans un instant, restez avec nous, on se retrouve pour la deuxième partie du débat, juste après une courte pause.